chaque jour ou presque nous parvient une nouvelle illustration de leur profond désaccord, alors que jusqu'à présent il s'agissait principalement de déclarations. Et c'est le journal Ukrainska Pravda qui nous en parle aujourd'hui, Sylvia Mikon. Oui, effectivement, on savait que l'ambiance n'était pas vraiment bonne, mais là on apprend que le président Zelensky contourne carrément son chef d'état-major. Il s'adresserait directement à des commandants militaires, compliquant ainsi la tâche de Zaloujny pour commander pleinement son armée. Alors selon Ukrainska Pravda, le président entretient des lignes de communication parallèles avec certains chefs militaires. Alors il y a le commandant des forces terrestres, Alexander Syrski, et puis le commandant de l'armée de l'air, Mykola Olechuk. Et ce sont ceux-ci qui informent le président Zaloujny, le chef d'état-major Zaloujny ou pas, lors de réunions avec lui. Selon une source de l'entourage du chef d'état-major à Ukrainska Pravda, on a l'impression que Zelensky a divisé les forces armées en deux groupes. Le bon commandé par Syrski et d'autres favoris, et le mauvais subordonné à Zaloujny. Une manière de faire qui démotiverait le commandant en chef et qui surtout l'empêcherait de commander l'ensemble de son armée. Alors ces frictions, ces oppositions ne sont pas vraiment nouvelles. Non, effectivement, et ce qui est reproché aussi, c'est l'intrusion du politique dans le militaire. Oui, le président prendrait des décisions en matière militaire guidées par des raisons politiques. Souvenez-vous, quand tous les officiers régionaux responsables de la mobilisation avaient été licenciés, les gestes forts avaient été plutôt applaudis. Mais cette décision avait créé des frictions avec Zaloujny, d'accord avec le constat du problème de la corruption, mais de facto, il y avait eu ensuite des problèmes de mobilisation dans l'armée avec une forte baisse dans tous les domaines. Autre exemple, le remplacement récent du commandant des forces d'opération spéciales, c'est Victor Korenko, on en avait parlé ici, et dont Zaloujny n'avait même pas été informé. Il y a eu d'autres limogeages dans le genre qui ont eu pour but de déstabiliser la verticale du commandement. Alors des frictions qui ne sont pas nouvelles, Sylvia. Effectivement, on en avait parlé et on en parle depuis la tribune de Zaloujny dans The Economist, mais en réalité, la rivalité, elle est présente depuis quasi le début de la guerre. Depuis que Zaloujny incarne la guerre et depuis que sa popularité a dépassé celle du président de l'Ukraine. C'était d'ailleurs dès le printemps 2022. À côté du médiatique Zelensky, Zaloujny et lui est resté très discret dans les médias, mais à chaque déclaration ou interview, c'est devenu un épiphénomène, un peu contre sa volonté. D'ailleurs, et tant que sur le terrain, les avancées étaient concrètes, la tension entre militaires et politiques n'était pas palpable. Mais avec les insuccès de la contre-offensive, c'est là que les choses ont commencé à sentir le roussi. Alors, une question est posée par le journal. Est-ce que la démission de Zaloujny est possible? Qui pour le remplacer? Alors, c'est le nom de Syrski qui circule, mais il ne suscite pas vraiment l'intérêt des médias, selon Ukrainska Pravda. Pas facile de quitter son poste, d'ailleurs, aussi pour lui. Et puis, cela ferait de Zaloujny une nouvelle superstar de la politique, toute désignée. Mais au-delà de ces considérations, il y a le fond du problème qui doit être réglé sur la stratégie de la guerre. Une pause dans la guerre pour une percée qualificative, mais de cela, le président Zelensky ne veut pas. Merci beaucoup, Sylvia. David Rigouleros, on va finir par croire ce que disait le maire de Kiev, Klitschko, quand il parlait de risque de caprice du président ukrainien. Est-ce qu'il aurait intérêt là à se débarrasser de son chef d'état-major des armées? Pas forcément. Non, il est un peu piégé parce que il incarne quand même la résistance depuis le début. Alors certes, lui a une légitimité parce qu'il a suscité un élan au moment de l'invasion, mais sur le terrain, la confiance des soldats, c'est d'abord... Et puis Kherson, c'est Zaloujny aussi. Oui, c'est Zaloujny. C'est un peu la statue du commandeur, Zaloujny. Donc on s'en débarrasse pas facilement. Et en même temps, ça le gêne qu'il soit en place. Et vous évoquez les limogeages, notamment Victor Korenko. C'est pas n'importe qui quand même. C'était le chef des opérations spéciales, un très proche de Zaloujny. Il dit l'avoir appris par la presse en plus. Un très proche. Et donc c'était une manière de l'affaiblir, mais c'est pas forcément un bon calcul de la part de Zelensky. Et d'ailleurs, c'est assez mal vu des Américains. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui, parce que malgré les reproches, Zaloujny, c'est toujours l'interlocuteur et des Américains et des Britanniques. Je prolongerai, est-ce que Zelensky ne risque pas de payer également, d'abord cette guerre interne qui fait beaucoup de dégâts, mais également le peu de moissons qu'il pourra récupérer de l'étranger? Parce que si la source en armes et en matériel se tarit, on ne va pas aller chercher Zaloujny. On va aller chercher, le peuple ukrainien ira chercher Zelensky. Oui, mais en même temps, ça se réduit pas uniquement à ça. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans de guerre, il y a une espèce d'érosion aussi en termes d'image de la gouvernance de Zelensky. Effectivement, on sent qu'il y a la perception d'une impasse sur le terrain. Lui essaie de l'imputer aux militaires.
et les militaires considèrent qu'ils n'ont pas eu tous les moyens à leur disposition pour pouvoir être performants. Donc il y a des divisions qui apparaissent, ce qui n'est pas forcément surprenant au bout de 2 ans de guerre, mais le problème c'est que la configuration internationale et les soutiens commencent à s'éroder. Et le problème, c'est que Zaloujny était ou est l'homme de l'ombre, l'homme de la lumière, c'est Zelensky, donc celui qui risque d'être comptable, c'est quand même Zelensky, non ? L'interlocuteur militaire, c'est Zaloujny. Oui. La crédibilité pour le Pentagone, c'est Zaloujny. Oui, mais je pensais plutôt au peuple ukrainien. Même pour les Ukrainiens, pour les soldats, c'est plutôt Zaloujny, quand même. Bien sûr. Et non pas Zelensky. Non, mais oui, donc on dit la même chose. C'est que celui qui risque de payer ou qui pourrait payer l'addition, c'est plutôt Zelensky que Zaloujny. C'est ce qui commence à sentir, probablement, et c'est ce qui probablement explique aussi ses faux pas. C'est-à-dire ces hésitations, qui effectivement traduisent une nervosité de sa part qui est de mauvaise aloi, parce que c'est pas le moment d'être divisé. Ce qui explique par exemple qu'une députée du camp de Zelensky, la semaine dernière, ait fait un tweet comme une espèce de ballon d'essai évoquant le limogeage de Zaloujny. En demandant sa qui est très très mal passé, le tweet. Ah, ça n'a pas été bien pris. La différence entre l'armée régulière et une armée de milices, c'est l'unité de direction. Quand Zelensky se mêle dans l'armée, ça veut dire que ce n'est plus une armée voilà. Et en plus, il a ouvert une enquête contre ceux à cause desquels on a échoué dans le Sud, voire l'enquête contre Zaloujny. Or, ne pas renforcer le Sud, c'était une décision politique. Donc, c'est de la faute de Zelensky. On va devoir partir à Dnipro pour nous intéresser à ce travail qu'a fait Marianne Kotonov avec Thibaut Bruck. Ils se sont penchés sur un travail très difficile en temps de guerre, l'identification des corps des soldats tombés sur le front. Vous allez le voir, ils se sont rendus dans un laboratoire où 80% des corps qui arrivent ne sont pas identifiables car trop mutilés ou bien trop brûlés par les explosions. Donc regardez leur reportage. Redonner une identité aux soldats tombés sur le front et permettre aux familles de faire leur deuil, c'est le rôle de ce laboratoire de médecine légale. Ce qui reste de lui, je vais le récupérer et je vais l'emmener à la maison. Vladimir recherchait son petit-fils Sacha, parti combattre en première ligne. Sans nouvelles de lui depuis plusieurs jours, il s'est résigné à appeler le laboratoire. Après plusieurs recoupements, on lui a demandé de venir reconnaître un corps qui pourrait être Sacha. Il manquait le bas du visage, par la forme du nez, par les yeux, il lui restait un œil. Dès qu'on lui a montré, son père a dit « c'est mon fils ». Les corps qui arrivent ici sont souvent méconnaissables. Un nom, un numéro de brigade, une photo, souvent ne suffisent pas à les identifier. À peu près 80% des corps ne sont pas identifiables. Des corps meurtris par la guerre, souvent calcinés ou mutilés. En général, ce sont des traumatismes dus à des explosions. Les corps sont carbonisés. Commence alors un long travail d'enquête. D'où vient précisément la victime? Depuis quand la famille a-t-elle perdu le contact? Chaque détail est répertorié, photographié, depuis les effets personnels jusqu'aux moindres signes distinctifs physiques. Par exemple, ce garçon avait des tatouages sur son corps. Il était inconnu jusqu'au moment où on a mis ses photos sur un groupe de volontaires. Et c'est sa mère qui l'a reconnu. Dans la plupart des cas, ce travail minutieux suffit pour identifier le corps des soldats. Mais parfois, seul un test ADN pourra apporter une certitude, surtout en été où la chaleur détériore plus vite les corps. À l'approche de l'hiver, on atteint les 10%. L'été, ça peut monter jusqu'à 50%. 4 laboratoires dans toute l'Ukraine effectuent ce travail difficile mais essentiel pour les familles des soldats tombés sur le front.